qui va nous amener dans un conflit, à la base, ça va être une différence de perception, une différence d'avis, d'opinion, de position, mais il y a surtout un besoin qui n'est pas reconnu, qui n'est pas assouvi par la personne qui est en face de nous. J'ai un besoin fondamental, et c'est parce que la personne en face de moi ne le reconnaît pas, ne le voit pas, ou alors le voit, le reconnaît, mais n'y répond pas, que je vais en souffrir, et c'est parce que je vais en souffrir que je peux être amené à rentrer en conflit avec l'autre. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue. Il voulait être vétérinaire et il n'a pas été vétérinaire, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Je reçois Ali Habibi, bonjour et bienvenue Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Psychologue, clinicien, spécialiste du couple et de la famille et auteur. C'est vrai que vous vouliez être vétérinaire quand vous étiez petit et puis vous avez changé de... Ouais. J'étais très sensible à la souffrance animale. C'est-à-dire que le simple fait de promener un chien dans la rue, vous savez quand le chien tire un peu sur la laisse et qu'au niveau de... ça me rendait dingue. Et ça m'avait donné envie d'être vétérinaire. Mais Dieu en a décidé autrement. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre parler de votre autre vie, Ali Habibi, vous qui êtes naturel si discret. Je suis très content de vous avoir et c'est vrai que parfois en début de saison, c'est important de revenir aux fondamentaux parce que sans Ali Habibi, vous le savez, je me répète, mais on ne serait certainement pas là aujourd'hui, membre fondateur d'AVS. À ce point-là, vous auriez fait mieux peut-être. J'aurais fait autre chose. J'aurais fait autre chose. Mieux, je sais pas, mais membre fondateur. Et on a parlé d'AVS avant qu'AVS existe, puisqu'on avait démarré avec l'islam au présent. Oui. On rappelle le midi. Oui. Voilà, où une partie de la bande s'est constituée avec Nadia El Bouga, notamment, qui était là, Maxime Bachelard, qui était là, Linda Benjafer. C'est ça. Et voilà, et aujourd'hui, c'est plus de 50 millions de vues sur YouTube. Et vous avez été un des premiers. Alors, j'aime pas beaucoup les chiffres, mais à me dire, mais pourquoi vous filmez pas ? Et toutes les semaines, vous me disiez, pourquoi vous filmez pas ? Je lui disais, parce qu'on fait de la radio, monsieur Habibi. Oui, je voyais votre résistance de vouloir faire de la radio pure, mais je suis pas très vidéo de base. Je suis pas très à l'aise avec ça, et moi aussi, je suis plutôt un peu résistant. Mais force est de constater que faut faire face à l'évolution et à la modernité. Et quand on veut communiquer certains messages, aujourd'hui, ça passe par de la vidéo. Communiquer, d'ailleurs, c'est un mot qui va beaucoup nous servir ce matin à travers le livre que vous venez nous présenter, que vous venez de publier. Il s'appelle « Gestion des conflits », montrez-le à la caméra. L'objet de votre livre est d'atteindre l'affirmation dans la gestion des conflits. Et c'est pas un livre, c'est une boîte à outils, dites-vous, avec laquelle vous êtes venu. Et je vous disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'outils, des outils de communication dans votre livre, mais les outils, finalement, ça ne s'use que si on s'en sert. Et souvent, quand on est en situation de conflit, est-ce qu'on est à la bonne distance pour utiliser les outils ? Ah non, c'est compliqué, mais l'idée, c'est justement de s'initier, de se former au préalable, pour pouvoir justement apprendre à y faire face quand ça arrive. Et si on n'a pas pu, de méditer là-dessus, de réfléchir pour essayer de faire mieux la fois prochaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être ni dans un fatalisme absolu, ni dans une obsession de tout réaliser, de tout réussir et de tout bien gérer, de tout contrôler. C'est pas possible. L'idée, c'est juste d'apprendre et d'évoluer. C'est-à-dire, au lieu de répéter les mêmes erreurs indéfiniment, c'est d'essayer de réfléchir sur ces comportements, sur les erreurs, sur les situations qui nous dérangent, pour essayer de faire différemment, au risque que ça soit plus agréable. Vous écrivez un livre sur les conflits, alors que vous êtes la personne que je connaisse qui aime le moins les conflits. Oui. Ou en apparence, qui les aime les moins. Non, c'est pas qu'en apparence, je vous confirme. Je déteste ça, oui, effectivement. Et vous êtes plutôt quelqu'un qui fuit ? Je fuis toute situation qui pourrait me déranger, on va dire. C'est-à-dire que je vais avoir cette prudence de faire en sorte de ne pas me retrouver dans des situations désagréables ou dérangeantes. En quoi cette notion de conflit est-elle plus complexe qu'il n'y paraît ? C'est plus complexe qu'il n'y paraît, parce que les gens ont souvent tendance à faire des raccourcis. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont définir le conflit que comme un conflit assez violent entre deux personnes, et qu'il y a forcément quelqu'un qui domine, qui écrase l'autre, et l'autre qui essaye de résister, alors que c'est pas toujours si simple. C'est-à-dire que même un oppresseur, même un tyran a des besoins. C'est-à-dire que même un tyran peut souffrir, même un tyran peut avoir l'impression, peut interpréter, peut être frustré, et peut avoir l'impression qu'on ne répond pas forcément à ses demandes ou à ses besoins. Je ne dis pas que c'est légitime, je ne dis pas que c'est bien, attention. Pourquoi vous introduisez cette notion de besoin ? Parce que c'est très important de comprendre que ce qui va entraîner, ce qui va nous amener dans un conflit, à la base, ça va être une
différence, c'est-à-dire qu'il y a une différence de perception, une différence d'avis, d'opinion, de position, mais il y a surtout un besoin qui n'est pas reconnu ou qui n'est pas assouvi par la personne qui est en face de nous. J'ai un besoin fondamental, et c'est parce que la personne en face de moi ne le reconnaît pas, ne le voit pas, ou alors le voit, le reconnaît, mais n'y répond pas, que je vais en souffrir, et c'est parce que je vais en souffrir que je peux être amené à rentrer en conflit avec l'autre. Un exemple, Ali ? J'ai besoin d'être respecté, besoin fondamental, vital même, je dirais. Et si j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas, je vais mal me sentir. Et je dis bien, si j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas, je ne dis pas qu'on ne me respecte pas forcément. Parce que ça peut être un sentiment en fait. Bien sûr, mais ça va toujours partir de la perception. Ou un ressenti plutôt que voilà, sentiment. C'est plus un ressenti. Ressenti plus Donc, juste. Ouais, attention, on peut aussi me manquer de respect ouvertement, mais on peut ne pas me manquer de respect ouvertement et je peux avoir l'impression qu'on ne me respecte pas. Un exemple dans le couple, je rentre chez moi, un exemple que je raconte souvent, et pourtant ma pauvre femme ne crie jamais, mais imaginons que je rentre chez moi et que ma femme crie en me parlant et hurle, je ne me sentirai pas respecté à ce moment-là. Donc, ce qu'elle me dit ne sera pas audible pour moi. Je ne pourrai pas l'entendre. La seule chose que je verrai, c'est une agression. La seule chose que je verrai, c'est l'impression qu'elle ne me respecte pas, ce ressenti justement dont on parlait tout à l'heure. Et parce que j'aurai ce ressenti ou cette perception, sûrement erronée, parce qu'elle ne va pas crier pour me manquer de respect. Si elle crie, c'est qu'elle va pas bien. C'est qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle a l'impression de ne pas être entendue peut-être autrement. Et donc, mais moi je vais quand même avoir l'impression qu'elle ne me respecte pas. Donc soit, dans le meilleur cas, je ne fais que de ne pas entendre ce qu'elle me dit. Dans le pire des cas, on rentre en conflit ouvert et on se dispute violemment. Parce que j'aurai l'impression de ne pas être respecté, elle aura un autre besoin qui l'a poussé à crier, qui ne sera pas entendu ni respecté par ma personne. Et là, on va monter crescendo. Donc j'ai un besoin, s'il n'est pas reconnu, pas assouvi et que l'autre n'y répond pas, je ne suis pas bien. Et si je ne suis pas bien, soit j'intériorise et je vais en souffrir en silence dans mon coin et je vais bouder, soit j'extériorise et je vais le dire ouvertement à l'autre. Et après, comment je vais le dire à l'autre, c'est ça qui va dépendre qui va influencer les conséquences du conflit. Parce que je peux vous le dire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de douceur, ce qui est très difficile à faire. Ce qui est pire que tout d'ailleurs. Mais imaginons que je le dise comme ça passera déjà mieux que si je vous le dis violemment, en vous insultant, en vous rabaissant ou en vous violentant. Je vous dirais, mais vous vous moquez de moi. Je ne vous violenterai pas, Philippe. Jamais. C'est bien. Jamais. Bon, si on devait définir ce que c'est que cette notion de conflit, en gros, un conflit, qu'est-ce que c'est ? C'est une différence entre deux personnes ou deux groupes de personnes. Il y a une différence de position, d'opinion, de valeur, de principe, de perception. Et puis, dans cette différence, ça va entraîner un rapport assez violent entre les deux protagonistes. Et quand je dis violent, c'est pas forcément, parce que souvent, vous voyez, quand on utilise le mot violent, les gens tout de suite, ils pensent à la bagarre, ils vont penser tout de suite à une violence physique. Pas forcément. La violence, ça peut être verbale, elle peut être psychologique, elle peut être dans le rapport à l'autre. Et donc, il va y avoir une violence dans notre différence. C'est ça qui va entraîner justement... Il y a forcément une violence. Alors, un conflit est forcément violent, mais pas forcément violent physiquement. Exactement. Il y a plein de types de violence, mais dans le conflit, il y a de la violence. Même si ce n'est pas perçu comme tel. Parce que des gens peuvent être en conflit, et peut-être que vous et moi, Philippe, quand nous les verrons, on se dira, leur conflit, il est plutôt cool. Ils sont détendus, ils ont l'air de parler calmement. Je me rappelle d'un voyage que j'avais fait il y a très longtemps en Syrie, il y a très longtemps, je précise, donc avant qu'il se passe malheureusement, et j'étais stupéfait de la douceur dans la manière de parler des Syriens. C'est-à-dire que dans la manière de parler, c'était vraiment très très doux. Et à un moment donné, j'étais dans une boutique où deux Syriens se sont disputés. Mais à aucun moment, je m'étais imaginé que c'était une dispute. C'est après qu'on m'a dit non, ils viennent de se disputer violemment là. Mais alors que c'était très calme, très doux. En apparence. En apparence, et c'était une dispute pour eux. Avec nos codes. Avec nos codes, c'était pas une dispute, mais pour eux, c'était déjà une dispute. Que répondez-vous, Ali, à un couple qui vient vous voir et qui vous dit on ne communique plus? Alors, ça, c'est une des phrases que j'entends le plus en consultation de couple, c'est on ne communique plus ou on n'a jamais communiqué, c'est encore mieux. Alors, quand on me dit ça, la première des choses sur laquelle je vais m'arrêter avec le couple, c'est de leur rappeler que ce n'est pas possible. Que c'est impossible de ne pas communiquer. Et donc là, on va revoir des définitions ensemble. Communiquer n'est pas simplement le fait de dialoguer ou le fait de parler, tout en sachant que ces couples-là dialoguent déjà, ils communiquent en réalité, même verbalement. Mais ce qu'ils sous-entendent, c'est que ce qu'on aimerait échanger, on n'arrive pas à l'échanger.
Mais quand ils disent on ne communique plus ou qu'on ne communique pas, ce n'est pas possible. Parce que la communication, elle peut être verbale, elle peut être non verbale. Et d'ailleurs, la plus grande partie de notre communication, elle est non verbale. Et on ne peut pas ne pas communiquer parce que la communication, c'est l'attitude ou le comportement qu'on a. Et comme tous les comportements qu'on a vont envoyer un message à l'autre, à partir du moment où je suis là, je communique. Si je n'étais pas là alors que vous m'attendiez, j'aurais communiqué aussi. Vous voyez, mon absence dit aussi quelque chose. Mais dans la présence, ma manière de vous voir, de vous regarder, de réagir, de répondre, même si je ne dis rien, même si je... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on ne se parle pas qu'on ne communique pas. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en thérapie. Il ne me parle pas. Ouais. Comment est-ce qu'on fait face à l'autre qui ne vous parle pas ? C'est déjà de voir qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise. Première chose. Deuxième chose, quand vous dites qu'il ne vous parle pas, est-ce que c'est vraiment réel ? Parce que si vous posez la question à l'autre, il va vous dire, si, je lui parle plein de fois. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'est jamais là pour moi. Il ne me parle jamais. Il n'est jamais présent. Posez la question à la personne intéressée, elle vous dira, mais c'est faux. Je suis là tous les jours, de telle heure à telle heure. Je lui parle. Je lui dis ça le matin. Je lui dis ça le soir. Donc, derrière, c'est d'essayer d'entendre. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la personne ? Quand vous dites qu'il ne vous parle pas, comment vous aimeriez qu'il vous parle ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise ? Là, vous allez peut-être un peu gratter et la personne dira j'aimerais qu'il partage des choses avec moi, qu'il me raconte un peu sa journée, qu'il s'intéresse à ce que j'ai fait. Mais là, c'est déjà un peu plus différent. Là, déjà, on précise les choses, mais c'est différent. Donc, si on s'arrête à « il ne me parle pas » ou « il n'est pas là », la personne va juste se braquer parce que pour elle, ça sera faux. Et si pour elle, c'est faux, alors ce que vous dites est injuste. Donc, si ce que vous dites est injuste, la personne se mettra dans une position défensive parce qu'elle aura l'impression qu'on est injuste envers elle. Donc, elle va vouloir se défendre. Et donc, votre demande ne sera pas prise en considération. Par contre, si vous dites, écoute, on parle, on communique, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, j'aimerais que notre communication se passe différemment. J'aimerais qu'on améliore notre manière de parler. Ou j'ai des attentes ou des besoins particuliers que j'aimerais avoir, j'aimerais que tu puisses y répondre. Ok, très bien, lesquels ? Quand on rentre du boulot, j'aimerais qu'on se pose un peu quand on est à table, qu'on ne regarde pas la télé, qu'on discute un peu l'un de l'autre, comment s'est passée notre journée. Ok, ça c'est un besoin que la personne va avoir, mais c'est pas forcément le besoin que l'autre a. Et d'ailleurs, l'autre ne peut même pas comprendre ce besoin. C'est-à-dire, vous allez dire, moi j'ai besoin qu'on partage notre journée. Vous allez dire, mais pourquoi faire ? Ma journée elle est passée, pourquoi je vais revenir dessus ? Et parce que vous avez des personnes qui vont être plutôt séquentielles, et voilà, ils ont leur journée de boulot, ils rentrent chez eux, c'est fini, ils peuvent plus parler de travail. Alors que pour la personne en face, ça va être un moyen de partager des émotions. En fait, c'est même pas la journée qui l'intéresse, c'est le fait de partager des émotions. Et pourquoi le fait de partager des émotions va l'intéresser ? Parce que pour cette personne, partager des émotions équivaut à prouver son amour. Vous voyez jusqu'à où ça peut aller ? Donc, initialement, la demande de la personne, c'est « j'ai besoin de me sentir aimé ». On parle de gestion des conflits ce matin avec Ali Habibi, psychologue, clinicien et spécialiste du couple et de la famille, addictologue également, auteur, et un des livres que vous publiez en ce moment, Ali, c'est « Gestion des conflits ». Où on peut se procurer votre livre ? Alors, vous avez la librairie qui est l'éditeur aussi, El Bayina, mais vous pouvez le trouver normalement dans toutes les librairies ou le commander dans n'importe quelle librairie, partout. Voilà. La gestion des conflits. Alors ça s'apprend, gérer les conflits, nous dites-vous. Il y a beaucoup d'outils de communication dans votre livre. Alors des outils avec des grands inventeurs, des grands psychologues qui ont réfléchi sur la gestion du conflit. Mais est-ce que finalement le conflit, c'est quelque chose de mauvais en soi ? Non, pas forcément. Pas forcément, au contraire. Le conflit, il peut aider à améliorer une relation, à la faire grandir. Le conflit, il peut aider à mieux faire entendre ce qu'on aimerait partager à l'autre, nos besoins. Et donc, potentiellement, ça peut permettre l'amélioration. Maintenant, c'est pas toujours ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en conflit, qui multiplient les conflits, ça va détruire leur relation. Mais pas parce qu'ils sont en conflit. Parce qu'ils gèrent mal le conflit, ou qu'ils ne se comportent pas de la meilleure des manières dans le conflit, ou qu'ils ne prennent pas tous les bénéfices, ou tous les bénéfices même primaires ou secondaires qu'ils pourraient avoir de ce dit conflit. C'est parce qu'ils ne font pas ça que ça détruit leur relation et que ça les met en mal. Mais la plupart des gens n'aiment pas le conflit, la plupart des gens n'aiment pas le conflit. Vous avez des gens qui peuvent prendre du plaisir dans le rapport au conflit. Oui, on parle, il se nourrit du conflit. Il y a des gens qui, on a l'impression que finalement, ça les alimente. Après, c'est là où ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que certains, peut-être que ça les alimente, mais ça alimente quoi ? Et d'autres, en fait, le conflit, quand on dit qu'ils se nourrissent du conflit, à quoi le conflit vient répondre pour ces personnes ? Vous avez des personnes, en fait, elles n'aiment pas le conflit.
mais elles vont continuellement provoquer des conflits. Pourquoi ? Parce que dans le conflit, elles ont quelque chose qu'elles n'ont pas autrement ou qu'elles n'ont pas réussi à avoir autrement. Ça peut être de l'attention. Ça peut être le fait juste que les autres le regardent, le fait de se sentir exister. Vous voyez, d'être en interaction avec les autres. Donc en fait, c'est pas le conflit que les personnes recherchent. Ça va être ces bénéfices-là. Mais ils n'ont trouvé pour le moment que le conflit pour pouvoir l'avoir. Donc le conflit peut être nocif, peut être problématique, peut détruire une relation, peut faire souffrir beaucoup de gens, malheureusement. Mais il peut être aussi bénéfique et faire grandir et améliorer une relation. Alors on parle de conflit interpersonnel ce matin, mais est-ce que les personnes qui sont en conflit interpersonnel sont en conflit avec elles-mêmes ? Ça dépend, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ce qu'on appelle le conflit interne. Oui. Ouais. Alors le conflit interne, non, pas forcément. Je peux ne pas forcément être en conflit interne ou en grand conflit interne, parce qu'il y a plusieurs niveaux de conflit interne. Le niveau, on va dire, les niveaux les plus importants, les plus graves, c'est les personnes qui sont en souffrance dans leur conflit interne. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les autres, mais dans leur relation avec eux-mêmes, ils vont avoir une faible estime d'eux-mêmes, peu de confiance en eux, avoir une image d'eux qui va être complètement délétère, et ils vont être en souffrance continue, ne serait-ce qu'en pensant ou en se regardant dans un miroir. Ils ne seront pas bien dans leur peau, pas bien dans leur vie, et ça peut entraîner malheureusement des conséquences dramatiques. Ça peut amener jusqu'au suicide, malheureusement. Maintenant, vous avez des conflits internes, on va dire, plus légers. C'est-à-dire que globalement, je me sens bien dans ma peau, je suis plutôt bien dans ma vie, et il y a des petites choses qui me dérangent ou des petites choses que j'aimerais améliorer. C'est déjà un conflit interne, mais c'est pas forcément quelque chose qui va avoir une incidence dans mon bien-être global. Ça va juste être temporaire. Donc après, est-ce que toutes les personnes qui sont en conflit avec les autres sont en conflit avec eux-mêmes ? Pas forcément. Vous faites sauter pas mal d'idées reçues sur le conflit. La première idée que vous faites sauter, Ali, c'est que la colère est toujours négative ou néfaste. Oui. Alors là, faut m'expliquer. Oui, mais vous que je n'ai jamais vu en colère. Mais en fait, c'est une grande idée reçue pour moi. C'est-à-dire que les gens ont souvent tendance à catégoriser la colère comme étant la pire des choses qu'un être humain puisse faire ou avoir ou ressentir, et c'est quelque chose à éviter absolument, etc. Et vous avez de l'autre côté, alors pour les gens religieux, un discours aussi religieux qui peut tendre dans ce sens-là, mais un discours qui est souvent sorti de son contexte. Notamment, par exemple, un compagnon qui était venu voir le prophète et qui lui a dit « conseille-moi », il lui a dit « ne te mets pas en colère ». Il lui a dit « conseille-moi encore », il lui a dit « ne te mets pas en colère ». Et une troisième fois « donne-moi encore un autre conseil », il lui a dit « ne te mets pas en colère ». Il va de soi, et là les savants l'expliquent, que cette personne avait une problématique avec la colère, et c'est pour ça que le prophète va insister sur cet élément-là, parce que pour cette personne-là, c'était un problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème pour tous. Pourquoi ? Parce que la colère, initialement, déjà, c'est une émotion. Est-ce qu'on peut retirer de l'être humain toutes les émotions qu'il va ressentir ? Non, c'est impossible. Nous sommes, en tant qu'humains, on va avoir toutes les émotions possibles, donc ça peut être la colère, la tristesse, la joie, etc. On va potentiellement toutes les ressentir dans notre vie à plusieurs reprises. Donc dire à une personne ne ressent pas telle émotion, alors qu'en sachant qu'on n'est pas maître de cette émotion, en tout cas on ne commande pas l'arrivée de cette émotion ou le déclenchement forcément de cette émotion, c'est comme si je vous disais faites en sorte que le soleil ne se lève pas. Vous ne pourrez pas. Vous pourrez toute la bonne volonté du monde, vous ne pourrez pas. Maintenant, le fait de dire que c'est une émotion, c'est le fait de dire que c'est neutre. La colère, elle n'est ni mauvaise ni bonne. Tout dépend. C'est pas une émotion négative comme on l'a longtemps dit, en fait, longtemps. On la met que dans. Alors, elle peut être négative, ou en tout cas, elle peut entraîner. Elle peut avoir des conséquences négatives. C'est-à-dire que si je me laisse submerger par ma colère, si je me laisse dominer par ma colère, si je laisse ma colère m'envahir et décider à ma place, ou en tout cas provoquer des décisions, il est certain que les conséquences vont être la plupart du temps fâcheuses. Je vais faire n'importe quoi et je vais regretter la plupart des choses que je vais faire, et en tout cas, ça va être compliqué à gérer en termes de conséquences. Mais la colère, c'est aussi une émotion positive à certains moments. C'est grâce à la colère qu'un homme, avec un grand H, peut protéger quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est faible. C'est grâce à la colère qu'on refuse l'injustice. C'est parce que ça nous met en colère, l'injustice. C'est parce que le fait de bafouer une personne et de lui enlever de ses droits fondamentaux nous met en colère. C'est ça qui va nous faire réagir. Donc, la plupart, par exemple, pas la plupart, beaucoup de personnes qui agissent pour le bien d'autrui, agissent parce que la situation ou la situation de ces gens-là les met en colère. Donc vous voyez que la colère va les pousser à réagir. Donc la colère est neutre, elle peut être positive, elle peut être négative, tout dépend du contexte, tout dépend de qu'est-ce qu'on maîtrise de cette colère. Donc il faut l'accueillir et tout de suite essayer de se dire ok, je vais pas la laisser me dominer parce que sinon ça va être compliqué. Et il faut qu'elle soit elle me dit quelque chose, la colère. C'est-à-dire que, comme toutes les émotions, ça vient me dire quelque chose. Et déjà, sur moi-même, c'est de me dire pourquoi, dans cette situation, je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. Pas on m'a mis en colère.
Parce que ça, c'est on verra tout à l'heure pour l'utilisation des pronoms, qui est très importante dans l'usage des conflits. Exactement. Merci donc, Jacques Salomé. Exactement. Donc si je me mets en colère, la question que je devrais me poser, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a mis en colère ici ? À quoi la colère me sert dans telle situation ? Qu'est-ce qu'elle vient me dire ? De quoi elle vient me protéger éventuellement ? Après, ça peut être pour une raison qui n'est pas forcément terrible, et là, il faut que je travaille sur moi, comme ça peut être pour une bonne raison, et là, il faut juste que je l'analyse, que je le reçoive, et que je réagisse en conséquence de la meilleure des manières. Seconde idée reçue, Ali, que vous faites sauter, c'est qu'affronter une situation ou un problème est forcément une épreuve déplaisante et désagréable. Alors expliquez-nous en quoi l'affrontement peut-il être un bienfait ? Ça va dépendre du problème, et ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel on va être face au problème. Mais ça dépend du problème. Vous avez des problèmes, quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous allez être, ça va être désagréable. Il faut aussi accepter ça. Parce que souvent, c'est ça qui est compliqué. Quand on dit une chose, souvent les gens font une vision binaire ou font des raccourcis directs en se disant, ok, donc soit les épreuves, c'est soit négatif et problématique. Vous dites que c'est pas forcément. Donc, donc je vais vous donner moi un exemple. Si vous perdez votre père et votre mère, est-ce que vous prenez du plaisir ? Non, je vais pas prendre du plaisir. Vous voyez, après, c'est de faire preuve de bon sens et de se dire, il y a des situations, qu'on le veuille ou non, elles seront désagréables. Et c'est un bienfait qu'elles le soient. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains, avec une sensibilité, avec nos vulnérabilités. Ça dit aussi quelque chose de nous, ça nous permet de ressentir, de vivre des choses. Et en ça, c'est positif. C'est pas l'épreuve qui est positive, c'est ce que ça vient dire qui est intéressant. Ça, c'est 1. 2, vous avez des situations qu'on considère la plupart du temps comme étant mauvaises et négatives, et qui peuvent ne pas l'être forcément, qui va dépendre de notre perception. Donc, selon comment moi je perçois la chose... Vous roulez, vous faites un accident de voiture et vous n'avez rien. Mais votre véhicule, il est plutôt endommagé. Très bien. Épreuve difficile, désagréable. Ça va pour la plupart des gens, épreuve difficile, désagréable. Pas forcément. Ça peut être aussi très agréable de se rappeler qu'on est vivant, mais qu'on peut aussi partir. Ça peut être aussi très agréable qu'on puisse se dire à n'importe quel moment, Dieu peut me rappeler à lui. Ça peut être très agréable de se dire, grâce à Dieu, moi j'ai rien. Mais là, ce qui s'est passé, c'est un miracle. Parce que ma voiture, elle ressemble plus à rien. Et moi, vraiment, aucune conséquence physique sur moi. Je m'en sors bien. Ça aurait pu être pire. Donc, ce qui vient de se passer est moins grave que ce que ça aurait pu être. Donc, c'est une bonne chose. Et puis après, il y a plein de relativisme à avoir. Vous loupez votre avion, situation désagréable, parce que vous devez repayer un billet. Et parce que, c'est détestable et c'est pas confortable. Mais vous pouvez aussi le percevoir en vous disant... déjà, est-ce que c'est de ma faute si j'ai loupé ? Parce que peut-être que j'ai retardé mon départ et forcément j'ai pris beaucoup de risques. Et si moi j'ai tout fait comme il fallait et que mon destin était de louper cet avion, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que par exemple, en tant que croyant, cette situation sera agréable parce que si elle a été décrétée par Dieu, c'est que c'est un bien pour vous. Vous avez peut-être évité quelque chose qui aurait été désagréable pour le coup à 100%. Vous aimez beaucoup les exemples avec les transports en commun. Dans votre livre, vous prenez l'exemple de cette personne qui est en retard pour prendre son train et qui, au moment de passer le tourniquet, voit une dame qui a du mal à porter son sac. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une histoire de perception. Oui. C'est de se dire, pourquoi moi je suis là à ce moment-là ? Vous voyez, c'est de mettre du sens, si vous voulez, dans nos actions. De mettre du sens dans ce qu'on ne maîtrise pas. On a un gros problème en tant qu'humain. C'est un besoin, mais c'est aussi un problème. On a un besoin qui est assez fondamental, c'est le besoin de contrôler les choses. Mais c'est aussi un problème, parce qu'en voulant tout contrôler, on se pense tout puissant. Et toutes les situations qui nous renvoient à notre non-toute-puissance sont trop violentes pour nous à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé qu'on est tout puissant. Donc à chaque fois qu'il y a une situation qui nous rappelle qu'on ne maîtrise pas grand-chose et qu'on n'est pas grand-chose, si dès le début je me pensais tout puissant et que je me retrouve dans une situation où je ne suis rien et que tout est contrôlé ou dominé par autre chose, en tout cas moi je n'ai la main sur rien, ça devient désagréable. Mais si dès le début j'ai cette perception de je ne suis pas tout puissant, je suis qu'un être humain, faillible, vulnérable, avec des manques, des limites, j'ai des capacités, je peux réaliser des choses extraordinaires, mais je ne contrôle pas grand-chose. Si j'ai cette réalité et que je l'observe en face et que je l'accepte, alors je chercherai le sens qu'il y a
à toute situation dans laquelle je me trouve et l'interprétation sera différente. Et ce matin, nous parlons de gestion des conflits avec Ali Habibi. Vous publiez un livre, Ali, que vous montrez à la caméra. L'émission est filmée, vous la reverrez sur la chaîne YouTube. Gestion des conflits, c'est c'est un des 3 livres que vous publiez. On en parlera tout à l'heure. Selon les spécialistes, il y a 4 modes de communication dans les conflits. Alors, il y a l'agression, la communication par la manipulation, la fuite et l'affirmation. Et vous dites que la manipulation, c'est pas forcément négatif. Oui. Ça peut être positif. Ça peut. Parce que le mot, il fait peur. Le mot, il est péjoratif et il fait peur. Mais après, je pense qu'il faut rentrer dans une autre distinction, dont je ne parle pas d'ailleurs dans le livre. C'est la distinction qu'il peut y avoir entre persuader et convaincre. Mais si je reviens à la manipulation, après je reviendrai sur persuader et convaincre. Si on parle de manipulation, tout de suite, quand on parle de manipulation, déjà on pense au pervers narcissique, on pense aux grands manipulateurs, on pense à tous ceux qui veulent vous utiliser pour nuire à votre personne, etc. Quand vous allez dans une boulangerie et que la boulangère vous dit « Bonjour Philippe, comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé une belle journée. » Mais elle n'a surtout pas intérêt à ce que vous lui racontez votre journée, que vous lui disiez « Bah non, ça s'est pas bien passé, etc. » Elles sont contre-fiches de votre journée. La seule réponse qui est valable, c'est « Oui, ça va bien, merci ». Faut que ça aille vite. Parce que si vous dites « Non, ça va pas bien », ça va pas le faire. Ouais. Donc quand elle fait ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a une forme de manipulation. Qui est pas méchante pour moi, c'est-à-dire c'est de vous mettre suffisamment à l'aise, de montrer qu'elle s'intéresse quand même un peu à vous, de rendre ce moment agréable pour vous, pour que vous puissiez revenir et reconsommer du pain ou des pâtisseries Philippe chez elle. Donc, ce moment-là, si elle se contrefiche réellement de vous, dans le fond, et en tout cas ces questions ne l'intéressent pas, on est dans une forme de manipulation, en tout cas entre un commerçant et son client. Mais c'est pas bien méchant. Pourquoi ? Parce que vous connaissez le code, vous venez de le dire vous-même. Là, c'est de lui dire oui, ça va, merci, je pourrais avoir une baguette bien cuite, s'il vous plaît. Vous passez un bon moment, vous allez dire mais elle est agréable, elle m'accueille toujours avec le sourire, elle me pose toujours la question de comment je vais. Vous voyez, c'était un moment agréable pour vous. Vous allez consommer, revenir, etc., etc. Et vous allez maintenir une relation entre client et commerçant. Ça, c'est une forme de manipulation. Mais elle n'est pas forcément mauvaise. On n'est pas dans la manipulation où je veux nuire à votre personne ou profiter de votre faiblesse ou votre vulnérabilité, prendre votre argent, prendre votre temps ou votre corps ou je ne sais pas quoi pour abuser de vous. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. Donc c'est ces manipulations-là qui sont mauvaises et celle-ci peut ne pas forcément l'être. Et puis il y a une différence entre persuader une personne et convaincre une personne aussi qui est, je pense, un peu, pour nuancer ce que j'ai dit juste avant sur la boulangère. Le rapport qui est peut-être un peu compliqué, c'est la persuasion, le fait de persuader quelqu'un. Vous voyez ? Là, on est dans des formes de manipulation. Pourquoi ? Parce qu'on va toucher à l'affect. On va essayer de provoquer de l'émotion pour vous faire consommer. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans le commerce, c'est ce qu'on retrouve dans les pages de vente de n'importe quel marketeur. Ils vont essayer de vous persuader d'acheter le produit. Ils ne vont pas essayer de vous convaincre. Pourquoi ? Parce que convaincre quelqu'un, un, c'est plus compliqué, et deux, ça ne fait pas gagner. Et ça ne fait pas gagner d'argent. Parce que c'est trop énergivore et ça ne fait pas gagner des sous. Par contre, persuader quelqu'un, ça fait gagner des sous. Parce qu'on va toucher à l'émotion. Tout de suite, vous allez ressentir quelque chose qui va prendre le dessus, et puis hop, vous allez consommer, vous allez acheter, et puis après, vous allez dire, mais pourquoi j'ai acheté ça ? Mais parce que justement, on vous a vendu du rêve, on a provoqué un désir, vous voyez, et ça va être lié aux émotions que vous allez ressentir. Alors que convaincre, là, on respecte un peu plus la personne qui est en face de nous. On va amener des arguments, on accepte que l'autre puisse ne pas penser comme nous, on respecte ça. Si je pense que j'ai raison, je vais vous donner des arguments pour essayer de prouver que ce que je pense est vrai. Peut-être que je me trompe, et peut-être qu'en vous les ramenant ces arguments, je vais me rendre compte que je me trompe, et tout le monde est gagnant à la fin, dans le fait de convaincre l'autre. Alors que dans l'idée de persuasion, on est dans une forme de rhétorique, et c'est pas forcément, pour moi en tout cas, c'est pas forcément respecter l'autre, que de chercher à persuader l'autre de quelque chose. Quelles sont les questions qu'on doit se poser en cas de conflit ? Pourquoi ? Pourquoi déjà ? Moi, je me mets dans cet état. Quel est le besoin que j'ai au fond ? Donc ça va répondre à la question du pourquoi. C'est parce que si moi, je commence un peu à m'emporter et à rentrer en conflit avec l'autre, c'est encore une fois, je peux, moi, ne pas visualiser le besoin que j'ai. Je peux être en conflit avec l'autre, répéter les mêmes choses, et l'autre, je ne lui partage pas mon besoin, elle ne le verra pas, et moi-même, je ne le vois pas en fait. Donc c'est tout de suite d'essayer de me dire, en ce qui me concerne, vis-à-vis de moi-même, pourquoi je me mets dans cet état ? Qu'est-ce qui se joue réellement chez moi ? Quel est le besoin réel que j'ai dans cette situation ? Ça, c'est en ce qui me concerne. Et en ce qui concerne l'autre, ce que je peux me dire, c'est qu'est-ce que la personne en face de moi essaie réellement de me dire ? De quoi l'autre a réellement besoin ? Qu'est-ce que j'ai pu faire, même indirectement, qui lui fait penser, qui lui fait croire quelque chose qui n'est pas forcément vrai et qui l'a fait souffrir ?
Et donc, je vais essayer d'éviter d'interpréter. C'est pas simple non plus, mais je vais essayer d'éviter d'interpréter. Et pour essayer d'éviter d'interpréter, parce qu'on interprète tous, ça va être tout de suite de checker avec l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais pourquoi? Lui poser des questions, lui tirer un peu les verres du nez, pour essayer d'aller en profondeur sur ce qui l'a fait agir comme elle agit. Qu'est-ce que c'est qu'une sortie de conflit gagnant-gagnant? Ça va être d'essayer de trouver un compromis. C'est-à-dire déjà on va... alors d'ailleurs, c'est une des techniques qui est utilisée par certains. C'est-à-dire qu'on va amener déjà à observer la situation, puis on va essayer de trouver un compromis à la fin. C'est-à-dire, ok, moi j'ai tel besoin, toi tu as tel besoin. Comment on fait globalement? Alors c'est pas forcément toujours possible d'être entièrement gagnants tous les deux. Par contre, c'est toujours possible qu'on soit les moins perdants possibles et donc gagnants d'une certaine manière. Alors vous parlez de la méthode de sortie de conflit sans perdant, de oui. Thomas Gordon. Thomas Gordon, exactement. Ouais. Donc derrière, ce qui va se passer donc, dans cette méthode, ça va être d'essayer de trouver, en réalité, au fond, c'est de trouver un compromis. Donc vous et moi, Philippe, on n'est pas d'accord, on rentre en conflit, puis on se dispute un peu. Et soit on reste là-dessus, et puis chacun rentre dans son coin un peu frustré, avec des souffrances et beaucoup de tristesse, soit on se dit, non mais écoutez Philippe, pardon. Voilà, moi au fond, voilà qu'est-ce que vous voulez? Ok, moi ce que je veux c'est ça. On va essayer de réfléchir ensemble pour essayer de trouver une solution qui nous mène tous les deux au même objectif, qui nous mène chacun à l'objectif qu'on recherche. Si c'est possible. Et si c'est pas possible, on va trouver une solution, on va trouver un compromis. Peut-être que cette fois-ci, vous allez avoir un peu plus que moi, mais j'aurai quand même, je serai pas entièrement perdant. Et peut-être que cet accord qu'on va avoir va permettre un autre accord une fois prochaine, où ça sera l'inverse, où moi j'aurai un peu plus et vous peut-être un peu moins. Et là, tout le monde est gagnant. Mais l'idée, c'est de trouver quand même un compromis, de faire preuve d'intelligence pour se dire, le but, c'est pas de gagner le conflit. Le but, c'est pas d'écraser l'autre. Et souvent, mais en fait, ça peut être un des objectifs de celui qui est en conflit. Pourquoi? De sortir gagnant, oui. D'écraser l'autre, de l'humilier. Soit parce qu'il y a un souci d'ego à régler de la personne, ouais. Ou alors il y a un souci d'interprétation. C'est-à-dire que je vais vouloir vous écraser et gagner parce que je pense que si je le fais pas, je suis perdant. Parce que si je le fais pas, j'aurai tout perdu, alors que pas forcément. C'est la même logique que... Alors, je pars dans une autre analogie, mais c'est la même logique que le partage, de manière générale. Que ce soit de l'argent, de la nourriture ou autre chose. Imaginons que j'ai un sandwich. Il n'y a pas de sandwich, mais imaginons que j'ai un sandwich. En fait, parce que vous le faites tellement bien. Parce que j'imagine réellement. J'ai cru que vous alliez sortir un sandwich, mais tellement vous le mimez bien. Non, mais je le sens. Alors on imagine. Voilà, on imagine que j'ai un sandwich, oui. Et que vous ayez faim et que vous me demandez de vous donner la moitié du sandwich. Si les choses ne sont pas totalement au clair chez moi, qu'est-ce que je vais me dire? Si je lui donne la moitié, il va me rester que la moitié. Et la moitié ne va pas me suffire. Donc, soit je lui donne pas, et vous allez être triste dans votre coin, et moi je passe pour un crevard, soit je vous le donne, mais avec un ressenti quand même de... Avec cette idée de j'ai pas envie de... Il m'a enlevé quand même le pain de la bouche, à proprement dit, et il m'a enlevé la moitié de ma subsistance, et à la fin je vais pas être rassasié à cause de lui. Ça c'est une perception. Mais si j'ai une autre perception en me disant, il veut la moitié, je lui donne. Pourquoi? Parce que la moitié va me suffire largement. J'ai pas besoin du sandwich en entier. Vous voyez, c'est une idée reçue de penser que j'ai besoin de tout ce sandwich pour me nourrir. Non, l'être humain, il a besoin que de peu pour se nourrir. Il n'a pas besoin de beaucoup. Mais comme j'étais persuadé que j'avais besoin de plus, alors je vais soit vous donner moins, soit pas vous donner du tout. Mais si je suis convaincu que j'ai besoin que de peu, alors je peux vous donner beaucoup. Et là, dans le rapport au conflit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si j'ai l'impression de vouloir gagner, de vouloir écraser, c'est que j'ai l'impression que je vais tout perdre et rien avoir à la fin. Mais si j'ai cette perception que quoi qu'il arrive, moi je peux sortir gagnant, alors l'issue du conflit sera toujours profitable à mes yeux. Vous dites que dans les relations de couple, dans les relations affectives, nous sommes le miroir de l'autre. Quelles sont les fonctions justement de ce miroir de l'autre? De vous permettre de voir ce que vous ne pouvez pas voir sans ce miroir. Et c'est pour ça que je dis qu'un des intérêts, il y en a plusieurs, mais un des intérêts du mariage, d'être en couple, c'est de trouver en l'autre un miroir qui nous permettra de voir des choses qu'on ne pourra pas voir sans cette personne. Parce que personne ne pourra le voir mieux que cette personne qui va vivre avec vous au quotidien et qui va partager votre vie, qui va voir vos vraies qualités, vos vrais défauts, votre vraie personne. Pas celle qui se présente aux yeux des autres, pas celle qui s'est arrangée d'avoir certaines qualités ou de cacher certains défauts pour appartenir à certains groupes. Elle va voir votre réelle personne. Mais le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué à ne pas être nous-mêmes qu'on se persuade que ce qu'on
né devant les autres est notre réelle personne. Donc quand on rentre en union et qu'on se marie et qu'on vit avec une personne, notre vrai nous est apparent pour l'autre. Et elle nous le renvoie à l'autre, qu'on le veuille ou non, elle va nous le renvoyer d'une manière agréable ou désagréable. Mais ce qu'elle va nous renvoyer, c'est une réalité qui nous appartient. Peut-être que personne ne vous avait partagé, que personne ne vous l'a dit avant. Ce que je pense, c'est qu'il y a les parents qui le savent un peu en général, qui on est réellement. Mais le problème, c'est que soit ils ont peur, soit ils cachent la chose, soit ils le disent, mais ils le disent de manière tellement exagérée qu'on ne prend pas en considération. Mais la plupart des autres humains, de la maternelle jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au travail, vous jouez un peu un rôle, vous mimez certaines qualités, vous feintez vous cachez certains défauts et vous faites croire aux gens que vous êtes une personne que vous n'êtes pas. Dans le mariage, ce n'est pas possible, donc l'autre va être un miroir pour vous. Vision fantasmée de soi-même, et c'est une vision qui se propage à coups de réseau social. Alors là, il y en a pour tout le monde. Bon, la suite est dans votre livre. On fera une émission sur les conflits. Ali, vous venez de sortir une formation sur l'addiction des enfants aux écrans et comment la comprendre. Alors c'est le moment, parce que c'est la rentrée, fin des vacances, donc là on a lâché un peu la bride. Oui. Et là, il faut reprendre un petit peu le contrôle, on va dire, des écrans. Mais est-ce que finalement, c'est un combat perdu d'avance ? Non, c'est pas un combat perdu d'avance. C'est un combat qu'il faut mener et qui n'est pas nullement perdu d'avance, qu'on peut gagner. L'idée, c'est quoi ? Alors, vous avez des gens qui n'ont pas d'écran du tout chez eux, ça ne les concerne pas. Mais ceux qui ont des écrans à la maison et qui n'ont pas trouvé d'autres solutions pour occuper leurs enfants, ou pour respirer un peu, que de les mettre devant des écrans, et que ça devient problématique, c'est-à-dire que la consommation est très importante, qu'il y a des réactions quand vous enlevez l'écran aux enfants, c'est la crise, et que vous ne pouvez pas faire autrement, etc., et que ça commence à vous poser problème, que vous voyez que votre enfant est en souffrance à cause de ça, et que vous, ça commence à vous déranger, alors oui, ça va être difficile, mais il y a plein de moyens de pouvoir sortir de cette situation, et donc c'est un combat à mener. Il faut quelques outils, quelques connaissances, mais c'est quelque chose qu'il faut mener. On la trouve où, la formation, Ali ? Sur mon site, vous avez un onglet qui est l'académie, où il y a toutes les formations, les thérapies digitales dedans. Et vous avez donc cette formation qui est comprendre l'addiction aux écrans chez les enfants. Votre site, il est facile à trouver ? Habibi.fr. Oui, H-A-B-I, 2-B-I. C'est ça la subtilité, c'est qu'il y en a 2 des B au niveau du deuxième B. Exactement. Bon. Mais vous tapez même un B, normalement vous devriez tomber dessus, mais il y a 2 B au deuxième B. Et puis vous allez sur l'académie, vous avez accès à cette nouvelle formation qui, j'espère, répondra et aidera. On fera une émission sur la gestion des écrans aussi, parce que ça c'est vraiment... Alors je sais pas si c'est un fléau ou si finalement... Alors là, c'est un mal utile. Elle est destinée aux enfants, mais c'est même les adultes ont un problème avec les écrans. Les enfants sont des éponges. Comment montrer l'exemple quand soi-même on n'en est pas un ? La gestion des conflits que vous venez de publier, Ali, que vous montrez à l'écran, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission aujourd'hui. La vidéo, c'est sur YouTube. Merci Ali d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Et très belle journée santé sur Beurre FM.